Bonjour, nous abordons aujourd'hui le thème numéro 3 de notre programme d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, histoire et mémoire, avec une introduction, histoire et mémoire, histoire et justice. L'introduction à ce thème numéro 3 de notre programme nous invite à réfléchir à la façon dont les conflits et leur histoire s'inscrivent dans les mémoires des populations, mais aussi à examiner les rôles joués respectivement par la connaissance historique et par la justice dans la façon dont les sociétés et les États se reconstruisent au lendemain de conflits majeurs. L'histoire et la mémoire sont deux approches différentes du passé. L'histoire est une science tandis que la mémoire se définit comme le rapport des individus, des groupes mémoriels ou des sociétés à leur passé. Aussi, il s'agit de réfléchir à l'articulation entre histoire et mémoire, c'est-à-dire à la pluralité des points de vue, à leur évolution dans le temps, aux relations entre histoire, les historiens et les mémoires, les groupes mémoriels en termes de conflits, de complémentarité et d'échanges, d'apaisement et de réconciliation. Les sociétés ont également pour mission de rendre la justice afin de se reconstruire, particulièrement à l'issue des conflits. En ce sens, il s'agit aussi d'identifier les liens et les différences entre la justice, c'est-à-dire la démarche du juge, et l'histoire, autrement dit le travail de l'historien, pour favoriser le dépassement des conflits et leurs conséquences, notamment lors des génocides et des crimes de masse. Ainsi, dans cette introduction, il s'agit de s'interroger sur la capacité des sociétés à faire face à leur passé et en particulier aux conflits passés. Grand 1, la différence entre histoire et mémoire. Petit 1, histoire et mémoire, des liens complexes. Dans le tome 1 des lieux de mémoire, publié en 1984, l'historien Pierre Nora écrit que tout oppose mémoire et histoire. Pour lui, l'histoire est une reconstruction, une représentation du passé conçue comme un savoir scientifique et critique qui se veut objectif. L'historien mène ainsi un travail de reconstitution selon une méthode rigoureuse afin d'établir une vérité partielle et relative qui se veut universelle, mais qui peut être contestée et mise en cause par les travaux d'autres historiens. A contrario, toujours selon Pierre Nora, la mémoire est en évolution permanente, déformable, vulnérable, émotionnelle, subjective, floue et plurielle. Volontairement ou non, la mémoire sélectionne les événements à conserver, à commémorer et à mettre en valeur, qu'elles soient individuelles ou collectives. Elle se construit enfin en fonction des enjeux du présent. Histoire et mémoire sont liées dans la mesure où la mémoire est devenue un objet d'étude pour les historiens. Symétriquement, aucune entreprise de mémoire ne peut ignorer la connaissance historique. Preuve en est le recours permanent et systématique à l'expertise des historiens par le pouvoir politique et la justice. Mémoire ou mémoire? La mémoire peut être individuelle, elle désigne alors les souvenirs propres à un individu. Elle peut aussi être collective et ainsi contribuer à créer un sentiment d'appartenance pour un groupe social déterminé, comme ici, lors des cérémonies de commémoration du cessez-le-feu en Algérie organisées par la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Lorsqu'elle est reconnue par l'État, on parle de mémoire officielle. Elle s'exprime en particulier lors de cérémonies de commémoration, comme ici, le 10 mai 2019, à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en présence du président de la République. Dans le même temps, la diversité mémorielle s'affirme. La réapparition des mémoires de différents groupes sur un événement particulièrement traumatique conduit à des conflits mémoriels. Divers groupes sociaux revendiquent une place dans les commémorations officielles. Ainsi, une concurrence mémorielle apparaît, par exemple pour la Seconde Guerre mondiale, entre la mémoire de la résistance, avec ici le monument sur le plateau des Glières, la mémoire juive, avec par exemple le mémorial de Drancy en souvenir des Juifs enfermés dans ce camp avant d'être déportés vers les camps de la mort, ou encore la mémoire de la France combattante, illustrée ici par le mémorial du Mont Valérien, à laquelle on pourrait ajouter celle des malgré nous, alsaciens enrôlés de force dans l'armée allemande, celle des tziganes, victimes d'un génocide, ou encore celle des homosexuels déportés dans les camps. Pour éviter la négation de l'existence de certains crimes, des lois mémorielles ont été promulguées. La loi Guesso de 1990 fait ainsi de la négation d'un crime contre l'humanité un délit, tandis que la loi Taubira de 2001 fait de la traite négrière et de l'esclavage un crime contre l'humanité. Les lois mémorielles suscitent des critiques chez les historiens. L'association Liberté pour l'Histoire, présidée par Pierre Nora, souligne que, dans un État libre, il n'appartient ni au Parlement ni à l'autorité judiciaire de définir la vérité historique. De même, au devoir de mémoire, les historiens préfèrent le devoir d'histoire, c'est-à-dire l'analyse historique. Grand 2, les notions de crime contre l'humanité et de génocide et le contexte de leur élaboration. Petit 1, la notion de crime contre l'humanité.
La découverte des crimes nazis commis sans lien avec la menée de la guerre et présentant un tel caractère d'inhumanité conduit la communauté internationale à exiger que ces crimes spécifiques soient punis comme tels. Cet engagement est présent dans la déclaration de Saint James du 13 janvier 1942, tout comme dans la déclaration alliée relative à l'extermination des Juifs communiquée le 17 décembre 1942. L'accord de Londres, signé le 7 août 1945 par les Alliés, prévoit la mise en place d'un tribunal militaire international à Nuremberg pour juger les criminels nazis. Voici la définition de crime contre l'humanité posée par le statut du tribunal militaire international de Nuremberg. L'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. Précisée par le jugement, cette définition sera complétée par celle du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de la Cour pénale internationale. Si ces définitions multiples présentent des différences, elles convergent sur certains éléments constitutifs de la notion de crime contre l'humanité que relève Jan Jurovics, spécialiste de droit international pénal. Le crime contre l'humanité recouvre un acte inhumain au service d'un plan criminel visant à s'attaquer de façon massive et systématique à une population civile. Enfin, en 1968 est adoptée la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Petit 2, la notion de génocide. Le terme de génocide a été créé en 1944 par Raphaël Lemkin, professeur de droit international, afin de rendre compte de l'ampleur et de la nature des crimes nazis. Si le terme de génocide n'est pas utilisé lors du procès de Nuremberg, il entre dans le vocabulaire du droit international le 9 décembre 1948, lorsque l'Assemblée générale de l'ONU approuve le texte de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Aujourd'hui, l'article 6 de la Cour pénale internationale définit le génocide comme un crime qui tend à la destruction totale ou partielle d'un groupe ethnique, racial ou religieux à partir de 5 critères. Atteinte volontaire à la vie, atteinte volontaire à l'intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d'existence mettant en péril la vie du groupe, les entraves aux naissances, les transferts forcés d'enfants. On peut rajouter qu'il ne peut y avoir de génocide sans une intervention de l'État. Chez les spécialistes de sciences sociales, les définitions de génocide sont nombreuses. Cependant, elles recoupent 4 points qui font consensus. La sélection des cibles selon un ou plusieurs critères identitaires, la mise en œuvre d'un programme ou d'une planification par l'État, le caractère systématique des massacres sans distinction de classe, d'âge ou de sexe, l'intention délibérée de commettre ce crime. Ainsi, dans le numéro de la documentation photographique consacré au génocide en 2019, Vincent Duclerc, historien et inspecteur général de l'éducation nationale, synthétise la notion de génocide par les mots suivants. À 4 reprises au XXe siècle, des politiques d'État délibérées, ciblant des minorités racialisées et désignées comme ennemis absolus, planifient leur extermination méthodique, systématique et infiniment destructrice au point même que les preuves de l'existence sociale et nationale de ces groupes sont éliminées et que s'organise dans le temps de la destruction sa négation au regard du reste du monde et des rares rescapés. Petit 3. Histoire et justice. L'histoire et la justice peuvent avoir des principes communs. L'enquête, la recherche de la vérité, de la controverse et des débats. De même aujourd'hui, des tribunaux jugent pour partie des faits historiques à travers des cas individuels. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en jugeant des responsables nazis, le tribunal militaire international de Nuremberg a permis la tenue du premier procès à la fois de l'histoire et pour l'histoire. En accumulant un nombre considérable de documents et de témoignages, le tribunal de Nuremberg a offert à chaud une première série d'interprétations sur un événement historique majeur. Pour autant, les différences entre vérité historique et vérité juridique constituent un point sensible. À titre d'exemple, comme le montre ici le titre de l'ouvrage de l'historien Philippe Burin, l'extermination des Juifs est un génocide pour l'historiographie. C'est même à partir de ce crime de masse hors norme que le terme génocide a été créé par Raphaël Lemkin, comme nous l'avons évoqué dans la partie consacrée à la notion de génocide. Pourtant, la destruction des Juifs n'est pas un génocide au regard du droit. Comme nous l'avons aussi évoqué précédemment, ce n'est qu'en 1948 que ce nouveau crime a été codifié par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et comme elle n'est pas rétroactive, elle ne s'applique pas à des faits antérieurs.
Comme le souligne le magistrat Jean-Paul Jean dans son article Le procès et l'écriture de l'histoire, à propos des procès Barbie, chef de la Gestapo de Lyon en 1987, Touvier, chef de la milice à Lyon en 1994, et Papon, secrétaire général de la préfecture de Bordeaux en 1997-1998, nous pouvons dégager un certain nombre de divergences et de mésententes entre juges et historiens. Le risque de l'anachronisme, la difficulté de la remise en contexte longtemps après les faits, la place des historiens dans le procès, convoqués comme témoins ceux qui ne le sont pas, mais intervenant comme experts ceux qui ne peuvent pas être juridiquement à l'audience. Ainsi, lors du procès Papon, l'historien américain spécialiste du régime de Vichy, Robert Paxton, accepte de témoigner pour éclairer la justice, tandis que l'historien Henri Rousseau, cité à la demande de la défense, a préféré refuser pour éviter une manipulation de sa déposition. Conclusion. Pour faire face à leur passé et particulièrement aux conflits passés inscrits dans la mémoire des populations, les sociétés font appel à l'histoire et à la justice. L'une et l'autre n'ayant pas les mêmes finalités, cela suscite de vifs débats. L'histoire et la mémoire sont des formes différentes et complémentaires de relations au passé. L'histoire cherche à produire un récit objectif des événements fondé sur une méthode scientifique. Le récit des témoins du passé est une source, mais témoignage et histoire ne sont pas synonymes. La mémoire est portée par des groupes humains, elle est donc plurielle, subjective et évolutive. L'histoire et les mémoires des violences de masse du XXe siècle portent des enjeux politiques et sociétaux. Aussi, les affirmations mémorielles peuvent être source de conflits. Avec la prise de conscience des crimes nazis, les Alliés expriment leur volonté de rendre la justice et de punir les criminels. Les statuts du tribunal de Nuremberg posent alors le concept de crime contre l'humanité qui, rendu imprescriptible, ouvrira la possibilité de juger des criminels très longtemps après les faits, ce qui implique pour les juges de bien comprendre le contexte d'une époque et pose la question du rôle de l'historien. Quant au concept de génocide, il s'impose progressivement dans le cadre de l'ONU à partir de 1948, mais sa définition et son usage donnent lieu à des divergences d'interprétation et à des attentes mémorielles et judiciaires.